Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis seule pour le moment, mais j'attends qu'Antoine me rejoigne. On va parler de biodiversité. Alors salut Antoine, je vois que tu m'as rejoint, donc là on va passer au petit côté technique. Il faut que tu demandes à me rejoindre. Est-ce que vous m'entendez bien? Laura, je vois que tu me suis, est-ce que tu peux me dire si du coup tu m'entends bien? Ok. Alors, ça devrait arriver. C'est les joies du direct. C'est toujours le suspense. Hey! Coucou. Salut. Est-ce que vous nous entendez bien? Bon, pour l'instant, écoute, on n'a pas de retour, donc on va commencer comme ça. Antoine, je suis ravie de t'avoir parmi nous pour cette interview. Ça fait plaisir de t'avoir déjà au sein de la communauté Makers parce que tu en fais partie depuis un certain temps. Et puis sur ce live, donc bienvenue. Comme d'habitude, je vais te poser quelques petites questions. On va commencer par la première. Alors, en fait, déjà, on va commencer par comment est-ce qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Alors, c'est pas une question, c'est peut-être plus une introduction. On s'est rencontrés à Lino. Et du coup, on a beaucoup discuté en fait. On n'a peut-être pas beaucoup travaillé ensemble, mais on a beaucoup, beaucoup parlé. On a refait le monde. Et on a pris chacun des chemins différents. Toi, tu es parti d'explorer de nouveaux mondes et tu vas nous raconter tout ça. Mais c'est comme ça qu'on te connaît. Et surtout, il y en a qui doivent te connaître aussi parce que tu traînais beaucoup à l'atelier à l'époque. Et donc, tu avais bien les mains dedans. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis dit que tu avais toute ta place déjà au sein de la communauté. Et ce qui me passionne en ce moment, c'est le sujet que tu es en train de mener parce que on va voir ce que tu vas nous présenter, mais je pense que ça peut intéresser plus d'un. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement parce que j'ai parlé de deux, trois choses, j'essaie de pas trop d'en dire, mais je te laisse la parole. Yes. Coucou tout le monde. Merci pour l'invitation. Du coup, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Antoine. Et donc, j'ai un background universitaire d'ingénieur et designer. Et j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études sur l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est comment on peut calculer l'impact CO2 qu'ont nos produits ou les produits qu'on met sur le marché. Et suite à ça, je suis rentré chez Decathlon où du coup j'ai découvert l'univers du sport et j'ai fait un petit tour donc chez Forclaz, l'équipe de trek, la randonnée sur plusieurs jours. Ah mince. Ouais, ça a dû couper 2 secondes, Ouais, c'était mon ça a dû téléphone. couper dedans. Où je vous accompagnais sur la partie développement durable et j'ai rejoint après, comme tu le disais, donc Lino. C'est là où on a pu se travailler ensemble en tant que prototypiste et facilitateur de développement de projets d'innovation. Et maintenant, je suis au sein de l'équipe développement durable pour lancer le projet biodiversité, où on a commencé en décembre, pardon. Voilà, Ok. j'essaie de faire succinct. Je sais pas s'il y a des parties que tu veux que je développe. On verra après. Alors, quel est ton métier aujourd'hui? Quand je dis ton métier, c'est ta mission principale, on va dire. Et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Parce qu'on arrive toujours à une mission parce qu'il y a une motivation derrière. Ma question est vraiment portée là-dessus. C'est qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette mission? Qu'est-ce qui t'a motivé derrière? Ok. Donc aujourd'hui, je suis en charge du projet biodiversité. Donc je développe en gros ce sujet-là, cette thématique chez Decathlon. Donc ma principale mission, c'est en gros de voir où Decathlon émet des pressions sur la biodiversité. Donc, ou sinon même on pourrait dire les interactions, parce qu'on a aussi des dépendances vis-à-vis d'elle. Donc ça c'est on va dire ma ligne directrice. Et comment je suis arrivé du coup sur ce sujet-là. J'ai commencé plutôt au niveau du social
quand je suis arrivé à l'université, en fait, on choisissait nos cours. Et donc, j'ai eu la chance de faire des cours au niveau du social, ce qui m'a amené chez Orange à faire de l'environnement. Donc, pour le développement durable avec les trois piliers économique, social et environnement. Et au fur et à mesure, donc là, c'est plutôt il y a 6 mois, 6 mois, un an, je suis allé dans une coloc où j'étais avec un permaculteur et notamment un énorme jardin. Et c'est là où on a commencé à me parler du vivant, une chose qu'on n'aborde pas trop quand on fait le changement climatique, ou très peu. Et je me suis dit, ok, la biodiversité, c'est quelque chose que je connais pas du tout, ça m'intéresse beaucoup. Et j'étais en recherche d'emploi et il se trouvait que c'est une rencontre entre Raphaël du coup Duby qui est aujourd'hui mon leader que je connaissais déjà, qui m'a dit écoute, nous chez Decathlon on veut lancer le sujet et j'ai dit bah c'est parfait, j'ai envie d'apprendre sur le sujet et donc du coup c'est comme ça que je suis arrivé sur ce projet-là. Ok. Euh, alors, moi, enfin, j'ai plein de questions par rapport à ça. Tu parles du monde du vivant, des pressions enfin, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Tu as parlé de pression, tu as parlé de monde du vivant. Euh, Comment est-ce que, par exemple, on est dépendant? Tu vois, on pense toujours que Decathlon, on a peut-être plus un impact sur la biodiversité, mais tu as parlé de dépendance aussi vis-à-vis du vivant. Tu pourrais nous donner deux, trois exemples? Carrément. Du coup je vais m'appuyer d'un rapport de l'IPBES. L'IPBES c'est un organisme de l'ONU qui regroupe on va dire plus de 10 000 scientifiques dans le monde entier qui a été donc ils ont rendu un rapport l'année dernière en 2019 à peu près à la même période sur l'état du vivant et sur comment ils abordaient la chose. Donc quand je parle de vivant, quand on parle de biodiversité, il y a trois grosses thématiques. La première, c'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. Donc c'est par exemple moi j'ai des yeux bleus, il y a des personnes qui ont des yeux marrons, c'est aussi les formes ou les goûts. Si je prends des tomates par exemple, il y en a qui vont être rondes, il y en a qui vont être ovales, etc. Il y en a qui vont avoir des goûts sucrés, d'autres des goûts acides. Donc ça, c'est la biodiversité, ce qu'on appelle génétique. On va avoir la biodiversité plutôt au niveau des espèces. Donc là, par exemple, on peut parler de virus. Le coronavirus en fait partie, en passant par les plantes, les insectes ou encore les mammifères, les animaux. Et donc, c'est vraiment tout ce qui est de type organique et qui est en gros la vie, quoi, si je prends au sens large, et donc dans cette catégorie d'espèces. Et pour finir, on a ce qu'on appelle les biotopes. Donc là, c'est plutôt des espaces où il y a des interactions particulières avec, par exemple, nous, on a un climat européen, mais on peut avoir des déserts, on peut avoir des climats tropicaux, enfin des biotopes tropicaux plutôt que des climats. Du coup, c'est assez lié. Et donc, tous ces trois grosses catégories font ce qu'on appelle la biodiversité. Et quand je parle en gros de dépendance, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, nous, on bénéficie de ces services, on peut dire comme ça, ou plutôt on prélève certains services qui sont au type de trois grandes catégories. Donc on va avoir l'exploitation directe, c'est le fait de se nourrir, d'utiliser du coton pour faire des vêtements, de faire la chasse ou la pêche si on a besoin aussi pareil de se nourrir. On va avoir toute la partie régulation. Donc par exemple, quand aujourd'hui je suis dans une forêt, il fait beaucoup plus frais que si je suis en ville. Donc on a une régulation de la température. On a aussi de la filtration de l'air au niveau de l'eau par des... pardon, la filtration de l'eau au niveau de la terre par des micro-organismes. Et pour finir, on a tout ce qui est culture. C'est le fait de pouvoir se balader en forêt, d'apprécier la nature, d'aller en plongée, de regarder comment ça s'appelle, les poissons. Et donc, on a des dépendances parce qu'aujourd'hui, si la biodiversité, donc c'est ce qui se passe, réduit, on va avoir beaucoup moins accès à ces services-là, ou en tout cas, on va pouvoir moins en problème à ces ressources. Et donc, par exemple, je prends un exemple assez concret, c'est les abeilles. Bah, s'il y en a moins aujourd'hui, c'est des baisses de rendement agricole. S'il y a moins de forêts, il y a moins d'arbres, c'est des îlots de chaleur beaucoup plus élevés. Donc, par exemple, on peut avoir les villes qui sont très très chaudes par rapport si on s'écarte un peu dans les zones rurales. Voilà, donc pour citer que cela. Et Ok. pour finir, quand même, il y a donc 5 grosses pressions sur lesquelles l'être humain et les activités qu'on a sont émises sur comment ça s'appelle, sur le vivant, qui sont l'occupation des sols. Donc c'est le fait de passer à des espaces urbanisés à des espaces qui étaient plutôt, on va dire, vierges comme des forêts ou ce genre de choses. La deuxième, c'est la surexploitation. Donc là, l'exemple parfait, c'est la surpêche. Le troisième, c'est le changement climatique qu'on connaît bien. Le quatrième, on va avoir tout ce qui est pollution. Donc, par exemple, rejeter des acides ou des polluants dans l'eau. Et la dernière, c'est les espèces invasives. C'est le fait de déplacer une espèce qui n'est pas dans son biotope. Donc, on a les lapins en Australie, par exemple, ou d'autres cas comme ça.
Voilà. Ok, ça marche. Très bien. Punaise, c'est complet. Ouais. Euh, bon, après, j'ai d'autres questions à te poser, mais on y reviendra plus tard. Du coup, avec tout ce que tu nous as décrit, si on remet ça dans le contexte de Décathlon, comment est-ce que ta journée type ou ta semaine type en fait est construite? Comment tu axes ta mission? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Carrément. Donc je pense que comme tu le sais, chez Decathlon, il n'y a pas trop de journées type. Donc là, c'est plutôt des grosses phases qu'on va avoir. Moi, en ce moment, je suis plutôt dans les tableaux Excel. Donc en gros, j'essaie de regarder les données qu'on a et les convertir en. Donc là, donc avant de faire ça, je me suis plutôt connecté à des experts en externe qui me permettent du coup de analyser en gros les données que j'ai en interne, donc qui me permettent d'avoir des grosses masses soit financières, soit de matière, soit d'activité, et qui me permettent derrière, avec des outils qu'ils ont développés, de multiplier ça et pouvoir identifier où chez Decathlon on a le plus d'impact sur la biodiversité ou plus de pression. Donc est-ce que c'est l'immobilier, est-ce que c'est tel sport, est-ce que c'est notre consommation de coton, est-ce que c'est notre polyester. Aujourd'hui j'ai pas cette réponse-là, mais du coup voilà, aujourd'hui ça se passe à consolider des données et pouvoir regarder là-dessus. Et après j'ai une deuxième casquette qui est un peu moins on va dire opérationnelle et va parler plus, qui est de sensibilisation, qui est d'expliquer un peu c'est quoi le sujet. Donc là, justement, c'était l'occasion quand tu m'as demandé ce qu'on entend par biodiversité et la pression, bah, typiquement, c'est le genre de choses à quoi je cherchais des Decathlon, c'est expliquer pourquoi c'est un enjeu et pourquoi aujourd'hui il faut l'adresser. Et après, j'ai toute la partie plutôt fédérée, ou j'aime pas trop ce mot-là, mais mettre en synergie les acteurs au sein de Decathlon pour soit leur montrer qu'en fait, ils travaillent déjà à réduire nos pressions sur la biodiversité parce qu'ils réduisent le changement climatique, soit en faisant des partenariats entre différentes équipes en interne ou en externe pour aller plus loin ou aller plus vite. Ok. Donc là, tu as dit que tu étais plutôt en phase, enfin, en tout cas dans la première partie que tu as décrite, où tu te fais accompagner par les cabines externes, etc. Tu es plutôt en phase d'état des lieux. Euh, Exactement. quand est-ce que tu penses, alors sans te mettre la pression, hein, tu penses avoir des premiers résultats dans combien de temps? Ça, c'est en semaines, en mois, en années? Comment tu Ouais. le vois? En fait, comme on a abordé le sujet, donc j'ai déjà des premiers résultats. Parce que du coup, l'idée, c'était pas de partir avec une grosse machine dès le début. Donc, on a un peu commencé avec des outils qui sont moins précis pour déjà avoir des petites tendances. Et en fait, au fur et à mesure, on raffine et on passe à des outils plus puissants. Donc, c'est un peu comme si au début, on avait commencé à faire du vélo avec des roulettes, puis à un moment donné, on a des roulettes, puis après, on se dit, OK, je vais passer à la moto ou à la voiture, ou l'inverse d'ailleurs. Et du coup, là, on en est où, en termes de timing, on vise un premier jet avec le nouvel outil qu'on a fin du mois, donc fin août, et du coup, après, des raffinements, c'est-à-dire des complexités et beaucoup plus de données, plutôt courant octobre-novembre. Ok. Et tu penses comment tu penses diffuser tes résultats? Ça sera aux entités? Il y aura un rapport global? Comment ça va être fait? Alors aujourd'hui, on n'en a Ou pas tu trop sais peut-être pas, parlé. hein. Ouais, ouais. Non, non, mais en fait, il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, il est très dur de mesurer la perte de biodiversité, de la mesurer par des chiffres. Et donc, du coup, on a un peu une notion qui est particulière, qui est la science est en train de créer des outils là-dessus. Et donc, du coup, on est vraiment en phase de prototype, même sur l'outil qu'on utilise pour analyser ça. Et donc, il faut être très prudent sur les résultats qu'on a et aussi sur les indicateurs qu'on utilise parce que ces indicateurs-là, peut-être que c'est pas les bons, mais ils nous permettent quand même d'avancer, de gagner en maturité sur le sujet. Donc, je pense qu'on va les communiquer à minima en interne aux équipes concernées, surtout si on se rend compte qu'en gros, il y a, je sais pas, je vais dire un exemple qui est pas forcément ça, hein, mais que la conception, c'est vraiment la partie la plus impactante ou celle qui émet le plus de pression, bah, effectivement, on va très vite se diriger vers eux. Et après, ça va plutôt être au niveau de la DPEF, donc plutôt dans des rapports d'experts pour commencer. Et en fait, au fur et à mesure, l'idée c'est de faire monter en compétence et en connaissance le sujet de toutes les équipes de Décathlon, en commençant par les plus motivés et les plus concernés. D'accord.
Bon, bah, c'est hyper intéressant. En tout cas, pour ma part, je vais suivre ça de près, parce que Cool. ça m'intéresse beaucoup. Alors, effectivement, là, on a parlé de ta mission actuelle. Moi, on va parler peut-être un peu plus de façon globale de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous décrire, alors je demande toujours trois fiertés professionnelles. Après, si c'est un peu moins, un peu plus, n'hésite pas. Mais en tout cas, quelles sont tes fiertés professionnelles dans ton parcours? Parce que donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour rappel, tu as eu un parcours de designer, ingénieur. Tu as été dans différents services, innovation, les milieux associatifs, etc. Donc voilà, quelles sont tes fiertés autour de ce parcours-là? Du coup, il y avait pas mal de trucs que j'ai fait en nouveau. Je vais pas tous les lister, mais il y a beaucoup de trucs que j'ai testés. Donc ça, c'est aussi des petites fiertés plutôt personnelles. Après, sur des gros projets, euh, il y en a qui me viennent en tête. Donc là, c'est plus associatif, où j'ai pas mal travaillé sur la partie de ce qu'on appelle la gouvernance partagée. Donc mettre en place des gouvernances qui permettent à chacun de changer d'un modèle pyramidal où quelques personnes prennent beaucoup de décisions et des autres reçoivent juste la partie descendante, et plutôt d'avoir quelque chose qui est plus organique et qui va plutôt dans la subsidiarité et pousse, on va dire, les gens à être autonomes. Donc ça, c'est une grosse fierté, notamment au sein de l'équipe dans laquelle j'étais à Bordeaux sur la bascule. On a travaillé ça ensemble et moi j'étais sur la partie facilitation. Une autre fierté, et là c'est plutôt chez Orange, c'est d'avoir posé la stratégie développement durable du packaging et notamment d'avoir parlé de ce que j'appelle le juste nécessaire, c'est-à-dire on pourrait faire du cost killing, donc en gros ça c'est quelque chose qu'ils connaissent bien quand on est des concepteurs, c'est réduire le prix mais finalement dégrader la valeur. Donc par exemple on pourrait dire pour gagner 10 centimes je vais enlever une manche, mais on en avait besoin de cette manche-là. Et donc là, l'idée, c'est de pas aller vers ça, vers l'environnement, mais c'est plutôt d'aller vers un bon équilibre entre une augmentation de la valeur et une réduction des coûts. Donc d'avoir plus de fonctions, ou en tout cas d'avoir un meilleur service rendu avec un coût plus faible d'environnement. Donc ça, c'est une petite fierté parce qu'aujourd'hui, je sais que cette philosophie-là, elle est encore de mise chez Orange. Et après, là, la deuxième fierté que je pourrais lister chez Decathlon, mais moi je travaille beaucoup sur du long terme, c'est quand je vois l'équipe Forclac que j'ai pu accompagner un peu sur le développement durable, qui est complètement autonome et qui aujourd'hui sont même un cran beaucoup plus loin que ce que j'ai pu être avec eux quand j'étais dans leur équipe. Ça marche. Ben, c'est beaucoup on va dire, de petites graines plantées. Et ce qui est chouette, c'est de voir qu'on a tous cette capacité à avoir un impact en amenant peut-être des nouvelles idées. Je pense que tu as beaucoup testé aussi. Et des choses que tu as peut-être mises en place sans savoir réellement ce que ça allait donner. Enfin, peut-être. Donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. Bah, merci pour ce partage. Et puis, du coup, ma question suivante concerne un peu ton parcours de maker. Alors, parce que tu as quand même bien la fibre. On en a peu parlé pour l'instant, mais je sais que t'as fait pas mal de choses et donc, ce que j'aimerais creuser un peu plus avec toi. Euh, Comment le confinement a impacté tes projets professionnels ou bien personnels? Est-ce que ça les a ralentis? Est-ce que ça les a accélérés? Et puis, est-ce que tu pourrais nous les décrire? Hmm. Alors sur la partie professionnelle, ça a été assez particulier. Il y a eu une grosse période de flou, je pense, comme beaucoup de personnes quand c'était le confinement. Après, j'ai eu la chance que le projet était assez bien ancré et d'avoir une équipe bien implantée au sein de l'entreprise qui a permis d'éviter que des sujets comme ça passent à la trappe parce qu'on est quand même dans des sujets d'exploration. Je pense que la biodiversité, il y a pas mal de personnes qui en ont parlé comme pendant le confinement. Bon, après, c'était l'année de la biodiversité, donc je suis un peu mitigé parce que normalement, il devait y avoir, enfin, le congrès mondial pour la nature qui devait être en juin est décalé à janvier, mais aurait fait aussi du bruit à Marseille sur la biodiversité. Donc, pour le moment, c'est, on va dire, à l'équilibre. Et après, donc, il y a eu quand même 2 mois de confinement et on peut pas dire qu'on ait trop subi, on va dire, le confinement dans le sens où ces 2 mois-là ont été vite rattrapés parce que j'ai eu la chance de pouvoir continuer un jour par semaine
sur la partie biodiversité et avancée. Donc ça, c'est plus pour la partie confinement, mon métier propre. Après, pour la partie maker, moi, je travaille beaucoup avec les tiers-lieux et les Fab Labs. Et donc, j'ai fait enfin, un peu de mise en relation de compétences euh, pendant le, pendant le confinement, notamment avec des personnes de Decathlon sur un projet comment ça s'appelle? J'ai oublié, de masque respiratoire, un appareil qui remplace la respiration des personnes, donc qui aide à la respiration. C'est notamment quelqu'un de Decathlon qui a pu aider à certains dimensionnements de pompes et de flux d'air. Donc ça, c'était assez cool de faire ça. Et après, c'est plus au niveau du réseau sur la partie fabrication de blouses avec le CHU ou de masque. Et donc plutôt en tant qu'individu propre de prendre sa machine à coudre et de coudre et juste de faire de la prod parce que justement bah, j'ai pu pratiquer avec les makers et j'ai pu monter en compétence sur cette compétence-là. Ok. Et toi, en tant que citoyen, t'en retires quoi comme retour d'expérience? Bah, il y a un côté, alors je vais parler plus de la philosophie maker parce que c'était quand même ta question au début. Euh, il y a un côté adaptabilité qui est beaucoup plus fort. D'ailleurs, je pense qu'on a vu le temps de réaction entre les entreprises et les Fab Labs qui pourrait se mesurer à l'ordre de 4 semaines, je dirais, où les Fab Labs avaient déjà commencé à faire des solutions quand les entreprises venaient d'encaisser le choc et allaient se dire on va commencer. Après, c'est normal, c'est des organisations différentes et c'est des temps différents et des manières de faire différentes, mais il y a une côté vraiment de réaction assez rapide dans l'action et de, comment dire, prendre ce qu'on a et faire avec ce qu'on a, plutôt que comment dire, de réutiliser ce qu'on connaît déjà. Et donc, une part d'inattendu, d'exploration, où il y a plus d'appétence et de prise de risque que certains industriels. Peut-être plus de tests aussi. Il y a moins de peur à tester les choses, non? Ouais, je pense qu'il y a vivre avec l'incertitude, je vais le dire comme ça, plutôt que tester les choses, parce que je suis pas du tout contre le test. Parce qu'il y a beaucoup de makers qui testent pas et qui lancent directement des choses à grande échelle, puisque je trouve qu'il peut être, enfin, c'est une prise de risque en fait, que prennent pas du tout les industriels. Et il n'y a pas, comment dire, je vais pas dire qu'il y en a un qui est bien ou pas, mais par contre c'est assez complémentaire. C'est-à-dire que les makers peuvent justement, comme tu dis, aller plus vite dans la réalité et du coup bah, s'adapter beaucoup plus rapidement quoi. Et comprendre Mm. ce qui marche pas très très vite parce qu'ils ils vont tester les choses quoi. Oui, tu parles beaucoup d'adaptabilité. Moi, c'est un terme que j'aime vraiment. Je pense que d'ailleurs, enfin, certaines personnes disent que la véritable intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et d'ailleurs, on l'observe dans la nature, en fait, aussi, hein. Les animaux font preuve d'adaptabilité, pour certains, assez incroyable. Donc, bon, on n'est pas on est une espèce. Et, euh, et c'est vrai que l'adaptabilité, ça s'apprend et parfois on l'oublie, en fait. Et quand on est face à des événements comme le Covid ou quoi, ben, ça nous met face aussi à notre capacité d'adaptation. Et en tout cas, ben, merci pour ce partage. Et en tout cas, j'espère que ça va en inspirer plus d'un pour les parcours de chacun, parce que on a tous des parcours différents. Et donc, c'est toujours intéressant d'entendre des témoignages à droite à gauche. Euh, Moi, j'aimerais revenir, parce qu'on a parlé de biodiversité, on a parlé de makers, on a parlé de conception. Est-ce que aujourd'hui, tu pourrais nous dire comment la conception, euh, enfin ma question c'était, selon toi, qu'est-ce qui est important en fait en tant que concepteur pour protéger la biodiversité? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et c'est une très bonne question. Je pense comme beaucoup de choses, qu'on soit concepteur ou peu importe le métier, c'est de revenir à c'est quoi les enjeux et les problèmes ou les besoins. Ça dépend comment on approche la chose. Euh, Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment je vais le dire un peu comme ça, une manque de réappropriation du sens de pourquoi on fait les choses et aussi de ce qu'on veut faire avec. Et donc c'est important de voir vraiment ce qu'on a envie de faire, ce que ça impacte pas. Donc avoir en gros le tenant et les aboutissants des choses. Parfois on n'a que les tenants, parfois on n'a que les aboutissants, ça dépend où on se situe dans une entreprise, hein, entre guillemets. Et avoir la copie globale, je pense,
toutes les personnes. Et bah, c'est vrai, ça permet au moins de faire des choix éclairés, je veux dire comme ça. Après, refaire le même choix, c'est pas, en soi, c'est pas un problème. Enfin, ça, c'est une décision. Mais par contre, avoir bien tous les éléments en clé pour pouvoir le faire, bah, ça me paraît très pertinent. Et du coup, pour tous les concepteurs qui voudraient s'intéresser à la biodiversité, bah, je vous encourage, un peu comme dans les makers, c'est d'apprendre et de tester, en fait. Aujourd'hui, la biodiversité, c'est un sujet qui est très nouveau, où on connaît très peu de choses, en fait. Et donc, du coup, on a, je pense, beaucoup d'humilité à apprendre, à se dire, on va pas tout savoir, on va pas arriver, ça va pas se régler en 30 secondes. Par contre, comme un maker, il va falloir tester des choses, se tromper et s'adapter. Ça marche. Bah, c'est une belle phrase pour faire le mot de la fin. C'est moi j'aime bien ce côté voilà, la biodiversité. On connaît peu de choses. Il faut être humble même face à ça parce que la nature parfois est tellement surprenante et tellement énorme. Enfin, c'est fascinant. Donc euh, peut-être qu'un jour on interrogera aussi Lucie sur le biomimétisme où là on rentre vraiment dans le détail de comment fonctionne la nature et en termes de mécanique et physique, avec des principes qui sont juste incroyables. Mais c'est vrai que rester humble face à la nature déjà c'est important. Et puis apprendre et tester et faire, défaire pour mieux refaire. Et en tout cas, moi je souhaite que chaque concepteur chez Decathlon en tout cas prenne conscience de son impact sur la planète, parce qu'aujourd'hui, si on reprend le sens de la boîte, c'est être utile aux hommes et à la planète. Donc ben merci en tout cas pour ce partage d'expérience de ta mission. Vraiment, je te souhaite une belle continuation et puis bah, hâte de lire en tout cas ou d'échanger avec toi pour savoir la suite. Et puis ben, pour tous ceux que ça intéresse, Antoine Lablé au service du développement durable. Voilà. Merci en tout cas Antoine. Bah, merci à toi. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et encore un gros merci aux makers, d'organiser ce genre d'échange qui permet, d'ouvrir et d'étayer nos curiosités. Et ben À avec très vite. plaisir. Et on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde. Yes. Au revoir. Bye.